Ok, eh bien, et voilà, bon, c'est bon de se retrouver entre amis et on va se faire de nouveaux amis. Et donc là, je commence pour ouvrir la présentation que nous allons avoir sur les appellations d'origine et les indications géographiques. Et d'abord, c'est fait avec la collaboration de ACIPI et le docteur Ehol Chavarro. Et ACIPI est une organisation, en fait, une organisation, elle est l'organisation régionale des professionnels du droit de la propriété intellectuelle à une portée mondiale. Et durant les dernières années, ACIPI s'est créé une place dans le monde de la propriété intellectuelle extraordinaire. Et ACIPI a dans son sein des membres et des conseillers de très haute qualité. Et c'est comme ça que nous avons le privilège aujourd'hui, je dis bien le privilège, d'avoir quelqu'un du calibre du docteur Chavarro, qui est un expert qui s'y connaît très bien en indication géographique et les appellations d'origine et les marques de certification, etc. Euh, je voudrais ajouter aussi que ce projet a été initié par Maître Brown et moi-même comme délégué de ACP pour Haïti, représentant Haïti pardon, au conseil d'administration. Et c'est venu en support au ministère du Commerce qui, le 26 avril dernier, et le jour de la propriété intellectuelle mondiale, a annoncé son projet de créer une loi sur les appellations d'origine. Donc, on s'est dit que bon, c'est une occasion unique et de collaborer, secteur public, secteur privé, parce que nous allons tous bénéficier de bon encadrement juridique de la propriété intellectuelle. Je m'arrête là, je vais passer la parole au modérateur qui va présenter le conférencier, Dr Chavarro, et puis ensuite le modérateur pourra guider la présentation. Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents. Merci, Maître de l'Espinasse. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence sur les indications géographiques et les appellations d'origine. Je tiens avant tout propos à féliciter les initiateurs de cette conférence, en l'occurrence Maître Christian de l'Espinasse et Jean-Baptiste Brown, membres du conseil d'administration de l'ACP pour Haïti. En effet, modérateur à cet événement, je suis Maître Charles Danoval, directeur des affaires juridiques du ministère du Commerce et de l'Industrie et coordonnateur du projet de modernisation du cadre juridique des affaires. Je rappelle que cette conférence est organisée par l'Association interaméricaine de la propriété intellectuelle en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Je tiens aussi à préciser que ce webinaire hautement technique et juridique répond d'emblée à des interrogations liées à la promotion du droit de la propriété intellectuelle et plus particulièrement les indications géographiques comme outils de solutions de promotion des produits locaux et du développement économique. Partout dans le monde, la notoriété, l'origine et la qualité de certains produits sont associées à une origine géographique, en particulier. Et Haïti, membre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, bien, conformément à différentes conventions et accords dont il est parti, a débuté depuis quelque temps les travaux de l'agenda des instruments juridiques prioritaires liés à l'investissement et au commerce, et on avait accordé une place particulière pour les droits de propriété industrielle. Et les indications géographiques, comme l'a si bien dit notre Spinas, sont bien plus qu'une simple reconnaissance. C'est un label de qualité, c'est un véritable passeport d'identité des produits, bien plus que les marques et les brevets. Et en Haïti, plusieurs produits pourraient réunir les conditions d'enregistrement d'un signe lié à l'indication géographique, voire même une appellation d'origine. Et c'est le cas pour les amateurs, c'est le cas des rondes d'Haïti, le clairin de Saint-Michel, le café de Dondon, le riz de l'Artibonite, la marque Francique d'Haïti, le douce Macos de Petit Goave, le comparette de Jérémy, et il y a l'alo de l'Artibonite, il y a l'huile Mascriti d'Haïti, et surtout pour le Cap, on a la noix du Cap haïtien, le sel d'Anse Rouge, on a la figue banane de la Caillet, on a la canne à sucre de l'Erogan, on a le cacao de l'Asdeno, et plus particulièrement, on a le vétiver du Sud, pour citer les plus connus. Cela veut dire qu'une telle protection viserait surtout à identifier, reconnaître et promouvoir même des produits haïtiens originaux et spécifiques par le mécanisme des indications géographiques.
Et pour atteindre cet objectif et mieux comprendre l'importance de ces droits, c'est donc avec honneur et privilège d'avoir ce matin comme conférencier Dr. Holgi Chavarro, avocat à l'Université Externado de Colombie, Bogota, avec des études de terminologie juridique avancée et de droit international privé de l'Université Sorbonne, Paris 2, certificat également en droit international privé de l'Académie de droit international de la Haye, Pays-Bas, avec plus de 40 ans d'expérience. Le docteur Holgi Chavarro conseille ses clients sur les questions commerciales liées à la gestion de portefeuille de propriété intellectuelle dans le monde entier, ainsi que sur les indications géographiques et appellations d'origine sur le continent américain. Actuellement, le docteur Holgi Chavarro, associé principal chez Cavelier Abogados, Bogota, Colombie, au cours de sa carrière, il a été tout à tout professeur de droit privé comparé, de droit international privé et de droit pour la protection des obtentions végétales à Pontificia Universidad Averiana, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Santo Tomás et Université Externado de Colombie. Ainsi, je vous prie de bien vouloir fermer vos micros. Et je tiens à préciser aussi que la conférence est enregistrée. Le conférencier interviendra pendant 1 heure de temps. Vous aurez effectivement la possibilité, comme sera exposé l'agenda ainsi que la présentation de Dr. Holgi Chavarro, de pouvoir effectivement à chaque partie, après chaque slide, on peut effectivement intervenir. Et là, on peut utiliser également le meeting chat, c'est-à-dire le messagerie, pour effectivement poser la question et recevoir les commentaires après. Et ainsi, je vous dis encore merci de votre participation et merci d'être avec nous. Je passe la parole maintenant au docteur Holgi Chavarro. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. J'imagine la plupart d'entre vous, vous êtes juste à côté de la mer. Contre moi, je suis à Bogota, la capitale de Colombie. Donc à Bogota, 2600 mètres plus près des étoiles. Donc ça fait une grande différence. Et heureusement, nous avons maintenant l'Internet pour pouvoir être en contact dans n'importe où. Et donc, je suis très, très honoré d'avoir été invité pour être parmi vous. Et tous mes remerciements, principalement à Maître Donald Charles, directeur intérimaire du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et un grand merci à Christian de l'Espinasse, un grand ami d'il y a déjà quelques années. Et aussi un grand merci à Alexandre de l'Espinasse, à Jean-Baptiste Brown, qui est le délégué suppléant d'ASIPI, et très spécialement à toute la communauté de l'Association interaméricaine de la propriété intellectuelle, ASIPI, et plus particulièrement à Madame Reuben, Gisèle Reuben, qui est membre du conseil d'administration, qui nous a beaucoup aidé pour avoir cette table ronde avec vous. Et merci donc, merci à vous tous, à tous ceux que vous êtes là. Et avant de commencer mon exposé, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses de mon petit français. Je vais essayer de faire le mieux pour me faire comprendre avec les idées que je vais partager avec vous. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis quelqu'un de très, très passionné par ce qui est la propriété intellectuelle. En général, tout ce qui est les brevets d'invention, les marques et les appellations d'origine. Et là, lorsque je dis les appellations d'origine, les indications géographiques, alors là, ça c'est un sujet qui me tient beaucoup, qui me tient au cœur.
Je suis né en Colombie, au milieu de la région cafetière, qui à l'époque n'était pas connue comme une appellation d'origine, café de Colombie, mais c'était déjà très, très important pendant ma jeunesse. C'était le produit le plus important de mon pays et donc j'ai grandi là et je suis très, très fier d'être né là et c'est à partir de ce moment-là, donc même pas avant d'arriver à l'université, j'ai apprécié beaucoup les produits, donc dont la qualité, c'était la chose la plus importante. Donc, j'ai commencé à faire mes études de droit. Ici en Colombie, je suis devenu avocat et puis après, je suis parti en France pour faire des études de droit international, privé notamment. Et lorsque je rentre en Colombie, je commence à travailler au cabinet Cavelier Avocat, qui a une origine française, comme vous voyez, c'est Cavelier. Et j'ai commencé à travailler avec la propriété intellectuelle, donc il y a déjà quelques années, et j'ai commencé à apprendre ce qui est vraiment les appellations d'origine et les indications géographiques. À mon avis, c'est un sujet très, très particulier parce que ça rapporte surtout sur les qualités des produits. Donc, à tenir en compte que c'est, à mon avis, la partie la plus importante. S'il y a une bonne qualité, on peut avoir l'idée d'avoir une appellation d'origine ou bien une indication géographique. Alors, pour ceux qui connaissent un peu de la propriété intellectuelle, c'est un peu trop ce que je vais vous dire ici, mais surtout, je m'adresse maintenant à distance pour les entrepreneurs d'Haïti, les investisseurs et notamment pour tous les producteurs. Et je vais donc commencer à utiliser des expressions juridiques, mais je vais aussi essayer de parler d'une façon très simple pour pouvoir me faire comprendre pour ceux qui ne sont pas des avocats ou des juristes. Donc, on commence par les appellations d'origine qui est, disons, la catégorie la plus importante. Mais avant de commencer, je vais vous dire de ce que je vais parler comme agenda. Donc, nous allons parler tout d'abord des appellations d'origine, des indications géographiques, du mot terroir, qui est quelque chose de très, très important concernant ce sujet, mais aussi les défis associés aux appellations d'origine et indications géographiques. Après, l'idée ou le concept de l'associativité, la gestion, la différence des appellations d'origine et les indications géographiques, ce qui est l'appellation d'origine café de Colombie / appellation d'origine indication géographique. Après, vous allez voir pourquoi il y a la différence. Aussi, ce qui est les marques de certification et on aura après, à la fin, quelques conclusions. Voilà. Donc, et d'après l'OMPI, l'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'après l'OMPI, l'appellation d'origine, c'est un type spécial d'indication géographique. Donc, c'est une des indications géographiques. Elle est généralement composée d'un nom géographique ou d'une désignation traditionnelle utilisée sur des produits ayant une qualité particulière, des caractères dus essentiellement
au milieu géographique de production. La notion d'indication géographique englobe donc les appellations d'origine. Et maintenant, on passe à l'indication géographique. Ça ressemble un peu, mais il ne faut pas se tracasser, ça viendra. L'indication géographique est une indication, est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d'origine. Pour pouvoir être considéré comme une indication géographique, un signe doit permettre de déterminer qu'un produit est originaire d'un lieu donné. De plus, les qualités, les caractères ou la notoriété du produit doivent être dus essentiellement au lieu d'origine. Les qualités sont en fonction du lieu géographique de fabrication ou de production. Il existe un lien évident entre le produit et son lieu de production ou de fabrication d'origine. C'est un peu compliqué, peut-être, oui, mais on va essayer d'arranger. Alors, je prends deux exemples pour pouvoir transmettre un peu la différence entre les appellations d'origine et les indications géographiques. Alors, j'ai pris l'exemple de chez moi, la Colombie. Comme j'imagine, j'espère bien, que vous connaissez tous qu'il y a un mot qui est café de Colombie. Donc, le café de Colombie, dans mon pays, est considéré comme une appellation d'origine. Mais dans d'autres pays, il n'est pas considéré comme une appellation d'origine, mais une indication géographique. Et on va voir. Là, nous allons voir là la carte de la Colombie, qui est en gros en bleu. Il y a au milieu, plus vers la gauche, vous allez voir des différents départements en différentes couleurs. Mais à droite, la carte de Colombie, elle est presque toute en bleu. Pourquoi ça c'est important? Parce que l'appellation d'origine est café de Colombie, comme si toute la Colombie produisait du café. Mais ce n'est pas le cas. Le café en Colombie n'est produit que sur la cordillère des Andes. Et la cordillère des Andes fait ce qu'on peut voir là, les différents départements. Au nord, il y a la Sierra Nevada de Santa Marta. Et un peu plus en bas, ça continue le département de Antioquia, Santander. Et puis en bas, il y a Tolima. Et plus juste à côté de l'équateur, nous pouvons voir Nariño et Putumayo. Pourquoi c'est important de voir ça? Parce que café de Colombie, on peut imaginer que ça vient de toute la Colombie, mais comme je vous l'ai dit, ça ne vient que de la cordillère des Andes. Et pour nous, pour la loi colombienne, il existe seulement une façon de protéger cette idée, qui est l'appellation d'origine. D'après la loi colombienne, qui est la même que nous avons en Équateur, en Bolivie et au Pérou, qui s'appelle la Communauté andine des nations, la seule possibilité de protection, c'est les appellations d'origine et pas les indications géographiques.
Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. La différence est l'exigence. Pour avoir une indication géographique, on exige un peu moins que si on a envie de protéger une appellation d'origine. Mais ça, c'est au niveau international. Au niveau colombien, il n'existe pas la possibilité de protéger l'indication géographique. Et en face, j'ai choisi une carte d'une autre appellation d'origine / indication géographique, qui est le mot gruyère. Je ne sais pas si vous connaissez un fromage européen qui est connu par le mot gruyère. J'imagine que oui. Mais en tout cas, pourquoi c'est spécial et pourquoi je viens vous montrer la différence? Parce qu'il y a très très longtemps, plus de 1000 ans, il y a eu une région en Europe appelée la Gruyère. C'est la région de la Gruyère. Et dans cette région, il y a toujours eu la production d'un fromage très coté, d'une très bonne qualité, qui est connu comme le Gruyère. Mais à un moment donné, la division politique des États, c'est une division qui a été faite il y a quelques siècles. On a traversé une ligne, mettons, imaginaire, et à partir d'un moment, la géographie a été établie en raison des idées politiques. Il y a donc la division de l'Europe entre l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie. Donc, c'est des lignes que l'homme, l'être humain, l'être politicien a fait, a mis une ligne. Et à partir d'un moment-là, là c'est la Suisse, là c'est l'Italie, là c'est la France. Pourquoi c'est important? Parce que la région de la Gruyère, qui a toujours été connue comme ça, a été divisée en deux. Une grande partie est restée pour la République française et une autre partie, un peu plus petite, est restée pour le pays connu comme la Suisse, la communauté helvétique. Donc, vous pouvez voir là sur la carte qu'une grande partie de la région de la Gruyère est France et l'autre partie est la Suisse. Mais pourquoi partager avec vous cette idée? Parce que en Suisse, la Gruyère suisse a été acceptée comme appellation d'origine protégée. La Gruyère suisse est une appellation d'origine protégée. Mais la partie française n'a été acceptée comme appellation d'origine, mais comme indication géographique. C'est-à-dire que pour ce qui est du fromage gruyère français, le cahier des charges a moins d'exigences que le cahier des charges suisse. C'est pour ça la différence. Je voudrais savoir si jamais j'ai bien partagé, je me suis bien exprimé, et si jamais vous avez des questions, et parce que c'est très important et que tout ça soit clair. Si jamais vous avez une question, bienvenue. Pas de questions? Enfin, moi, j'ai plus un commentaire qu'une question.
Et je vois au fur et à mesure, plus que j'apprends, je vois que c'est moins ce que je sais dans le domaine de la propriété, des indications géographiques. Et la nuance exposée là entre les exigences requises pour être appellation d'origine protégée ou indication géographique sont pour moi tellement subtiles que ça montre je dirais, à quel niveau de détail que les gouvernements, les États vont pour protéger leurs actifs. Et donc, c'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut bien comprendre ici en Haïti. Et quand on va se lancer, on aura du travail à faire. Enfin, probablement que plus tard, le docteur Chavarro va parler des exigences et un petit peu comment ça se passe, mais je voulais faire le point pour soulever l'importance des nuances et des subtilités quand il s'agit d'indication géographique et d'appellation d'origine. Tout à fait. Merci, merci Christian, parce que c'est un sujet très technique et je vais essayer donc d'éclaircir un peu plus loin. Et donc, pour montrer un peu, en Colombie, l'appellation d'origine est valable parce qu'il n'y a que ça. Il y a la protection des appellations d'origine. Mais lorsque nous, en Colombie, nous avons demandé à l'Union européenne la protection de l'appellation d'origine café de Colombie, l'Union européenne a étudié le dossier et l'Union européenne est arrivée à la conclusion que d'après les lois européennes, café de Colombie n'était pas une appellation d'origine, mais une indication géographique. Les raisons les plus importantes, parce que le café de Colombie n'est produit que dans la moitié de la Colombie. Deuxièmement, le café colombien est exporté en verre, les grains en verre. Et après, il est torréfié. Lorsqu'il arrive en Europe, il est torréfié en Europe. Donc, une partie de la production n'est pas faite en Colombie, mais à l'étranger. Donc, c'est pour ça que pour eux, le café de Colombie ne peut pas être une appellation d'origine, mais une indication géographique. Et c'est comme ça qu'il a été protégé et maintenant dans l'Union européenne et aussi en Suisse, qui, comme vous le savez, ça fait pas partie de l'Union européenne. La Suisse et l'Union européenne ont protégé café de Colombie en tant qu'indication géographique. Et en Colombie, c'est toujours une appellation d'origine. Mais on continue. Il y a les défis qui sont associés aux appellations d'origine et indications géographiques. Un premier point qui est la harmonisation de la législation. Et donc, pour ça, il faut vous montrer les différences qu'il y a entre les différents pays. Et notamment, j'ai choisi les États-Unis d'Amérique par l'importance économique et aussi l'Union européenne. Dans l'Union européenne a pris l'origine l'idée des appellations d'origine, d'indications géographiques, parce que les Européens tiennent beaucoup à la qualité des produits liés à un terroir, à un lieu spécifique. La qualité liée à l'endroit, au terroir, ça montre l'importance, comme vous connaissez peut-être le champagne et d'autres. Mais aux États-Unis, l'importance du terroir, à mon avis, n'existait pas. Pourquoi? Parce que pour eux, la qualité, c'est important, ça c'est important, mais pas aussi important qu'en Europe. Et l'idée
d'où est venue l'indication géographique et l'appellation d'origine, ça montre la façon d'être des Européens qui sont convaincus que dans chaque pays, il y a beaucoup de qualités dans chaque terroir. Mais aux États-Unis, ça change tellement, c'est toujours la liberté qu'ils ont trouvée vis-à-vis des Européens qu'ils n'acceptent pas que ça puisse avoir la même idée. Et c'est pour cela qu'il est très difficile de protéger une appellation d'origine aux États-Unis. Par exemple, l'appellation d'origine si importante comme le champagne n'est pas protégée, n'est pas acceptée aux États-Unis. Aux États-Unis, et un vin mousseux, soit fait en Californie ou en Argentine, peut être nommé comme champagne. Mais pour les Européens, ça ne peut pas être accepté parce que c'est différent. Et après, dans la communauté andine des nations, qui est la CAN, qui fait partie de ça, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, nous avons la même loi. Nous, en Colombie, nous avons accepté, nous avons adopté les idées des Européens. Et pas seulement les pays de la communauté andine des nations, mais aussi la plupart des pays d'Amérique du Sud, des Caraïbes et aussi de l'Amérique centrale. Donc, c'est deux idées complètement différentes. Ça c'est un défi très important pour vous. Il faut savoir dès le début que ça s'est accepté dans la plupart des pays. En Asie, c'est aussi accepté l'appellation d'origine, la protection des indications géographiques. En Afrique, et en Inde, dans le sud-ouest asiatique, c'est aussi protégé, mais pas aux États-Unis. Donc, c'est un défi énorme parce que la grande économie des États-Unis impose aussi l'obligation de ne... Non, ils essayent d'empêcher que le pays arrive à la protection des appellations d'origine et indications géographiques, mais donc c'est une espèce de lutte de pouvoir entre les pays qui les protègent et ceux qui ne les protègent pas. Voilà. Un défi aussi est la protection en tant que marque dans quelques pays. Et il y a encore des pays où les appellations d'origine, les indications géographiques ne sont pas protégées. Donc, dans ces pays-là, il n'y a pas moyen de la protection. Donc, ils sont obligés de les protéger en tant que marque de commerce. Et pourtant, il y a l'obligation du renouvellement pour éviter la radiation par défaut d'usage. Tandis que si on a une appellation d'origine, une indication géographique déclarée et protégée, nous n'avons pas l'obligation de renouveler l'enregistrement parce que ce n'est pas un enregistrement exactement, mais une déclaration d'existence des protections. Et si les conditions des cahiers des charges continuent à se remplir, on peut continuer la protection pendant des années. Les marques, si on a l'obligation de les protéger en tant que marque, on doit les renouveler et on doit maintenir l'usage pour éviter la radiation. Et dernièrement, le défi important qui est vis-à-vis des infractions frauduleuses dans l'Internet. Et les noms de domaines, les disputes, parce que ça, c'est au milieu international, ça c'est mondial. Donc, sur l'Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infractions de produits qui veulent paraître avoir la protection d'une appellation d'origine, mais qui ne l'ont pas. Et donc, maintenant, l'ICANN, qui est l'organisme qui se charge des disputes, des noms de domaines, etc., seulement petit à petit commence à les protéger. Et
Les appellations d'origine, les indications géographiques, ça c'est un outil très, très utile dans le commerce international. Et j'imagine que vous connaissez tous, comme je vous ai déjà dit avant, le champagne, la tequila, le mot Cuba pour le rhum et les cigares. C'est très, très connu. Donc, champagne, Cuba, tequila, c'est des mots qui attirent l'attention grâce à la qualité de leurs produits et liés à un terroir spécifique. Le mot champagne vient du terroir de la Champagne en France. Le mot tequila vient du terroir de la tequila au Mexique et le mot Cuba fait référence au cigare et au rhum de tout le pays. Donc, le terroir, ça vient de tout le pays. Il y a donc une augmentation de la demande des produits typiques et de qualité provenant des régions. Si on essaie de protéger un mot qui prouve l'idée d'un terroir avec une qualité particulière, avec la qualité qui donne la cuisine locale, on peut essayer d'obtenir une protection, une déclaration de protection. Je sais que chez vous, il y a beaucoup de produits qui peuvent essayer d'avoir la déclaration de protection en tant qu'indication géographique ou appellation d'origine. Nous allons parler maintenant de l'associativité. L'associativité, c'est quelque chose de très important parce que c'est les appellations d'origine, les indications géographiques, c'est le produit d'un objectif en commun des personnes qui habitent dans le terroir spécifique. L'associativité, c'est l'union des gens qui nous apporte quoi? Ça nous apporte à de nouveaux marchés, parce que si nous travaillons ensemble, toutes les personnes qui travaillent dans un terroir en train de faire de leurs produits quelque chose d'une très bonne qualité, on peut faire de l'exportation et aboutir à des nouveaux marchés. L'associativité, lorsqu'on est tous unis avec une idée de protection, ça nous donne le respect de nos produits, soit appellation, soit indication. L'associativité nous permet de partager le savoir-faire. Mettons, dans un terroir, nous avons 1000 producteurs d'un produit déterminé. Et dans chaque famille, on a reçu l'information de génération en génération, on acquiert un savoir-faire. Et ce savoir-faire doit être partagé entre toutes les personnes qui travaillent, soit les producteurs, les paysans, quoi que ce soit, si on a une idée très claire du savoir-faire que nous on le partage entre nous tous, mais on ne le laisse pas partir, on le garde pour nous. Et c'est ça qui aide aussi à avoir un savoir-faire qui peut rentrer dans le cahier des charges et où sont toutes les conditions requises pour avoir une déclaration de protection. L'interdépendance, c'est-à-dire que nous sommes dépendants, nous, entre nous tous, les gens qui habitent les terroirs, et on arrive à être indépendant vis-à-vis des autres parce qu'il y a une création de valeur.
Et il y a une création de valeur parce que le produit acquiert une qualité et ça monte tous les jours, tous les jours. Il y a beaucoup plus de contrôle dans la chaîne de valeur. On est tous impliqués pour travailler tous les jours de mieux en mieux. Et on arrive à se spécialiser et à partager les connaissances entre tous les voisins, entre tous les paysans. Et pourquoi je dis les paysans? Parce que la plupart des personnes, des producteurs qui travaillent avec une appellation d'origine, une indication géographique, ils sont tous fiers de leurs connaissances, de leur savoir-faire et ils le partagent, mais entre eux, pas avec des autres. Il faut savoir que dans la propriété intellectuelle, nous trouvons donc l'idée des appellations d'origine, des indications géographiques, et ça c'est par nature un droit collectif. On ne peut pas imaginer un droit individuel pour chacun des paysans ou chacun des producteurs ou des transformateurs ou des commerçants, d'exportateurs. Personne ne peut prétendre être le propriétaire de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. C'est quelque chose qui appartient à toute une communauté. L'appellation d'origine connue Champagne n'appartient jamais à une seule personne, mais à toute une population qui habite dans la région du Champagne. La Champagne, pardon. La Champagne, ça appartient à tous. Donc, ça, c'est la nature du droit des appellations d'origine, la nature du droit des indications d'origine. Par nature, c'est un droit collectif. C'est pour ça que le propriétaire sera toujours l'État. Et c'est l'État qui dit qui c'est qui va profiter. Donc, il y aura toujours un comité, un conseil qui est la personne morale qui va être chargée de maintenir, de contrôler, de sauvegarder les droits collectifs acquis. Maintenant, parlons de la gestion. On doit savoir que dans chaque pays, il y a des styles différents pour gérer les affaires. Donc, par exemple, le champagne. Le champagne est géré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, connu comme le comité Champagne. CIVC, Comité interprofessionnel du vin de Champagne. C'est une organisation établie par la loi il y a déjà des décennies. C'est eux qui sont chargés de gérer tous les procès, toutes les procédures, toutes les façons de production qu'il y a dans le terroir de Champagne. À la mode de Champagne, pour utiliser l'expression française, à la mode de Champagne. Donc, c'est à son style, au style du comité Champagne. Aussi en France, nous avons l'appellation d'origine cognac, qui est le spiritueux aussi bien connu pour ceux qui aiment l'alcool. Donc, ça, c'est le Bureau national interprofessionnel du champagne, du cognac, pardon. Bureau national interprofessionnel du cognac. C'est une autre façon de gérer, absolument différente.
Mais il y a aussi en Italie le propriétaire de l'appellation d'origine, le fromage Parmigian, qui, hélas, a été un peu maltraité dans la plupart des pays d'Amérique latine, mais on est dans la lutte pour éviter que ça continue. Et ça s'appelle le Consorzio Parmigiano Reggiano. Ils sont les propriétaires. C'est l'État italien qui a donné au consortium les droits de gérer et de manager tout ce qui est la façon de le faire et de le commercialiser. La même chose se passe au niveau au Cuba, où il y a le rhum. Il y a aussi le consortium du Cuba Rhum qui se charge de la direction et le managing de tout ce qui est Cuba Rhum. Et il y a aussi la tequila. Donc, au Mexique, le terroir de la tequila est géré par le Consejo Regulador del Tequila. Consejo Regulador del Tequila. Donc, c'est le cognac à la mode du cognac. Le champagne est géré à la mode du champagne. Le parmigian à la mode italienne du terroir. La même chose au Cuba et aussi pour la tequila. En Colombie, nous savons la façon de la gestion est assurée par la Fédération nationale des cafeteros de Colombia. Ça, c'est l'organisation choisie par la loi colombienne, par le droit colombien, pour gérer tous les intérêts des personnes qui travaillent avec le café de Colombie. Et je vais rentrer un peu dans les détails pour ce qui est de l'appellation d'origine, en Colombie, appellation d'origine Café de Colombie, et pour vous montrer seulement comment nous on le fait en Colombie. Donc, géré par la Fédération nationale des cafeteros de Colombia. Nous avons là un dessin pour montrer une échelle comme la pyramide. Donc, il y a tous ceux qui travaillent pour le café, donc les paysans qui sont à la campagne. En Colombie, nous avons 540 000 fermes qui produisent le café de Colombie. 540 000 familles qui vivent du café. Et eux sont fédérés en tant qui est la base de la fédération est composée par tous, absolument tous les paysans, tous les producteurs du café. Ils vont, c'est une démocratie, ils sont des sélections, ils font les sélections pour voter et élire les personnes qui vont aller les comités municipaux. Ils sont élus par le peuple, par les caficulteurs. Chaque commune a un comité. Chaque commune de la région du café a un comité municipal. Et parmi eux, ils nomment un délégué pour être pour les votations, pour voter et élire le comité départemental. Donc, il y a le comité dans chaque commune fait l'élection de la personne qui va au comité de chaque département. Dans chaque département, ils font aussi, encore une fois, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir des producteurs qui vont élire
les membres du comité directif qui est à un niveau un peu plus haut. Et eux, ils éligent le membre du comité national des cafeteros de Colombia. Et c'est le comité national qui va élire les membres du congrès cafetier. Le Congreso Cafetero, c'est la plus haute autorité. Mais à la base, nous avons tous les producteurs, tous les paysans, tous les travailleurs. La base, elle est énorme. Et je vous dis encore une fois, 540 000 familles qui vont élire et finalement, ça arrive au congrès cafetier. Là, le congrès cafetier n'est composé que par une dizaine de personnes. Donc, c'est déjà le comité le plus haut. Et ça, là, le congrès cafetier, c'est eux qui vont élire le PDG, le président directeur général de la Fédération nationale des cafeteros de Colombia. Ça, c'est la façon, ça c'est à la mode, ça c'est la mode colombienne pour gérer une appellation d'origine. Ça, c'est la Fédération nationale des cafeteros de Colombia. Donc, c'est la démocratie, c'est le pouvoir des paysans, c'est le pouvoir de la population, c'est le pouvoir des producteurs. Tous ceux qui sont dans l'échelle, tous ceux qui sont dans la chaîne de production ont le droit de voter pour arriver à une dizaine de personnes qui vont élire le PDG, le président directeur général de cette fédération. Cette fédération, donc avec l'idée de cette énorme démocratie, nous montre que ça a été bien géré. Pourquoi? Parce que les études économiques qu'on fait toutes les années montrent ou nous prouvent que où il y a le mois de pauvreté en Colombie, c'est dans la région cafetière. C'est-à-dire que c'est bien géré. La Colombie, c'est un pays pauvre, c'est un pays du tiers-monde, c'est un pays en voie de développement, comme vous voulez. Mais en tout cas, à mon avis, après avoir étudié tout ce qu'elle fait la Fédération nationale des cafetiers, chapeau, vraiment chapeau, parce que la différence de la classe, le pouvoir d'achat qui ont les personnes qui travaillent dans la région cafetière est beaucoup plus élevé que les gens qui habitent dans le reste de la Colombie. Ça, c'est la façon, ça, c'est à la mode colombienne. Mais quelle est la meilleure gestion? Ça dépend des besoins du terroir et de la nation dans chaque pays. Donc, c'est à vous de penser si on va se mettre à travailler pour obtenir la déclaration d'une indication géographique, la déclaration d'une appellation d'origine. Oui, d'accord. Si on peut prouver qu'il y a de la bonne qualité d'un produit dans un terroir, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement penser à un cahier des charges ou un dossier pour convaincre les autorités locales que ça doit monter à la qualité d'appellation d'origine ou IG, mais aussi comment il faut travailler. Et là, on doit penser à l'associativité. Si les gens de toute la communauté s'associent bien et travaillent tous ensemble, on peut dire qu'il y a une bonne gestion et je peux vous le prouver avec ce dessin de la Fédération nationale des cafeteros de Colombia, mais bien entendu, dans d'autres pays comme la France, avec l'appellation d'origine champagne, cognac, la tequila, mais le riz de basmati en Inde, Darjeeling tea aussi en Inde et d'autres un peu partout,
pas seulement la Colombie a une très bonne gestion dans chaque pays et à la mode de chaque pays. Il faut toujours penser que chaque nation, chaque pays, chaque terroir a des caractéristiques sociales différentes et il faut penser donc à la nature de chaque terroir. Les indications géographiques vers les appellations d'origine. Alors, il y a ici une espèce de balance et ça pèse beaucoup plus les appellations d'origine. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit dès le début, pour les appellations d'origine, il y a beaucoup plus de conditions. C'est beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus exigeant. Il n'y a pas seulement le terroir, donc que la terre ait des caractéristiques spéciales, mais aussi le facteur humain, c'est-à-dire ce que les gens ont reçu de génération en génération, la valeur ajoutée que tous les producteurs ont investi, se sont investis là, ça donne de la qualité, donc ça pèse beaucoup plus. Et je vous invite à travailler, si c'est possible, pour obtenir une appellation d'origine. Mais si les conditions, les exigences ou la réalité du terroir ne peut pas aboutir à une appellation d'origine, mais on peut le faire aussi en trouvant une indication géographique où il y a la provenance bien définie et il y a aussi les qualités ou la réputation. Donc, ce n'est pas non plus n'importe quoi. Les indications géographiques sont aussi importantes et elles donnent de la valeur pour chaque terroir. Ici, je vous montre où on peut arriver. Café de Colombia, en espagnol, Café de Colombie. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes avant, Café de Colombie a été protégé en Colombie et comme indication, comme appellation d'origine. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'Union européenne, qui d'ailleurs, Café de Colombie a été la première indication géographique extra l'Europe. En dehors de l'Europe, ça a été la première qui a été déposée pour demander l'acceptation des protections. C'est un peu spécial, mais à ce moment-là, il y a, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, je ne me souviens plus exactement, et il y a le gouvernement de Colombie qui a déposé le dossier de demande d'acceptation de l'appellation d'origine Café de Colombie. Et les Européens se sont trouvés en face d'un dossier un peu bizarre. Pourquoi? Parce que dans les centres de l'Union européenne, les ateliers étaient remplis des appellations d'origine européenne et indications géographiques européennes. Et c'était la première fois qu'ils ont été en face d'une demande étrangère. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'étude du dossier et ils se sont rendus compte que ça valait la peine de protéger une appellation d'origine étrangère. Mais après avoir fait l'analyse, ce n'est pas une appellation d'origine, mais c'est une indication géographique et ils l'ont protégée en tant qu'indication géographique. Et ça a été vraiment la victoire pour la Colombie. Et ça a ouvert la porte parce que à partir de ce moment-là, il y a toute une quantité, toute une liste d'appellations d'origine étrangère qui sont arrivées à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour demander la reconnaissance des produits. Et c'est comme ça qui est rentré la tequila, le riz basmati, etc., etc. Maintenant, il y a toute une liste d'appellations géographiques, d'indications géographiques qui ont été acceptées par les autorités européennes. Donc, le travail a été initié par la Colombie et c'est pour ça que c'est important que je voulais partager avec vous.
Et en parlant de la ZIPI, l'Association interaméricaine de la propriété intellectuelle, nous avons dans le site internet que nous avons dans notre association, nous avons fait un site spécial que vous pouvez là prendre note, HTTPS, etc., etc. Vous pouvez copier ça et vous pouvez rentrer dans le site internet de notre association AZIPI pour voir et se balader un peu là dans le site et pour voir la carte de l'Amérique. Là, vous voyez comme à partir du Mexique vers le sud, il y a pas mal de pays qui ont été signalés là en bleu parce que dans tous ces pays-là, il y a de la protection des indications géographiques, des appellations d'origine, et vous pourrez rentrer là et vous allez piquer là et ça se déploie et vous pouvez voir combien d'appellations, d'indications géographiques il y a dans ces pays. Donc, c'est ça que je mets à votre disposition si vous pouvez rentrer. Et vous voyez qu'aux États-Unis, là, il n'y a rien parce que aux États-Unis, ce n'est pas accepté comme je vous l'avais déjà dit. Mais nonobstant, aux États-Unis, ça commence petit à petit la protection des indications géographiques, des appellations d'origine, mais pas exactement comme nous. Mais il y a aussi Idaho Potatoes, que les pommes de terre d'Idaho. Il y a aussi Napa Valley, la vallée de Napa, pour quelques vins. Il y a aussi l'orangerie, les oranges de Floride. Et il y a aussi les pêches de, comment ça s'appelle, Georgia. Et donc, ça commence petit à petit aux États-Unis à donner de la valeur pour le produit d'un terroir spécifique. Alors, les marques de certification, c'est dans les pays où on ne peut pas, parce que la loi ne le prévoit pas, on doit passer par la protection en tant que marque de certification. C'est dommage, mais c'est la pratique. Si on ne peut pas, alors on utilise cette voie. Les marques de certification sont des signes qui garantissent qu'un produit est conforme à certaines normes de qualité. La marque de certification est soumise à un règlement d'usage déterminé par le propriétaire, donc un cahier des charges. En général, le propriétaire de la marque, qui est le titulaire, disons, ou les membres de la personne morale ne peuvent pas l'utiliser. Ils donnent les règles à accomplir, mais ils ne peuvent pas l'utiliser. C'est pour la population du terroir. Et la marque de certification est la base et la qualité et la capacité du propriétaire pour garantir les qualités de certaines marques. Donc, si jamais on ne peut pas, parce que c'est très difficile, protéger les marques, les appellations d'origine, les indications géographiques, alors on peut, comme on le fait aux États-Unis, beaucoup de marques, beaucoup d'appellations ont été protégées aux États-Unis en tant que marque de certification. C'est le cas du café de Colombie qui n'a pas pu être protégé en tant qu'appellation d'origine ni indication géographique, donc c'est en tant que marque de certification. Et vous, dans le cas d'Haïti, vous avez là la demande, le dépôt de AIROM. Donc, vous commencez tout le parcours. Je vous avoue du succès. J'espère que vous aurez du succès avec ça parce que vous avez aussi des produits d'une très bonne qualité et il faut prendre, il faut travailler là-dessus pour pouvoir avoir du succès et faire connaître au niveau international l'AIROM. Donc, vous avez beaucoup de choses aussi pour travailler. Ça, c'est donc l'appui des autorités qui vont
montrer que ça peut se faire. Et ça va être le début. Et pour la protection d'autres, il y a des produits à suivre. Et donc, comme conclusion, il y a une évolution législative qui est arrivée en Amérique. Durant le siècle dernier, il n'y avait presque pas de protection des appellations d'origine, d'indication géographique en Amérique. Et dans le siècle, maintenant, le XXIe siècle, ça a commencé et il y a beaucoup de déclarations de protection dans la plupart des pays de l'Amérique latine. Donc, vous êtes aussi partie de l'Amérique latine, des Caraïbes et dans les pays voisins comme la République dominicaine, il y en a aussi, au Cuba, bien sûr. Et donc, c'est l'Amérique latine, les Caraïbes qui sont appelés à avoir la protection. L'évolution législative, ça veut dire que petit à petit, vous allez avoir des figures juridiques pour avoir la protection des indications et des appellations. Et il faut savoir que dans d'autres pays, il faut aller avec, il faut faire avec, il faut faire avec. On peut pas empêcher que les États-Unis, ça existe à côté de chez vous, c'est très, très à côté de vous. Et donc, ça montre que ça, petit à petit, ça commence aussi la protection avec ces idées que je vous ai mentionnées. Et l'invitation, le travail collectif. Si vous tous, dans un terroir spécifique, vous arrivez à travailler ensemble, vous allez avoir de très, très bons résultats. Donc, c'est une invitation pour travailler ensemble. Et je crois que c'est 1 heure précise. Et donc, merci. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les questions. Je tiens à remercier le docteur Holdy Chavarro pour sa brillante intervention. Et là, nous allons faire place aux différentes questions, échanges, commentaires et remarques. J'ai vu qu'entre-temps, il y avait des questions qui ont été établies dans le groupe chat. Et bien avant ça, il y avait Maître Chloé, je crois qu'il y avait Maître Chloé qui avait levé la main. Et je ne sais pas si le docteur Chavarro va commencer avec les questions qui ont été formulées dans le groupe chat ou bien on va prendre les interactions directement. Le chat. Bon, on va commencer avec le groupe chat, de préférence. Docteur Chavarro, vous êtes avec nous? Oui. Il y a plusieurs questions. C'est enregistré. Je suis là, ces membres sont des bénévoles ou des salaires. Ces membres sont-ils des bénévoles ou des salariés de ces institutions? Et les membres, donc je réponds à la question, ces membres sont-ils des bénévoles ou des salariés de ces institutions? Et non, ils sont les membres. Je ne pourrais pas dire qu'ils sont des bénévoles et ils ne sont pas non plus salariés. Ça dépend de chaque comité et de chaque organisation territoriale. Mais en principe, ça, c'est le temps qu'on dédie à organiser le comité. Mais avec le temps, le comité devient une entreprise et l'entreprise a besoin d'engager des salariés. Oui, bien sûr. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir que c'est les producteurs qui se ressemblent et qui créent un syndicat, un comité, un bureau. Après avoir créé le comité, il faut bien sûr des gens pour travailler là-dessus et à ce moment-là, ils peuvent se payer des salariés. Mais le début, c'est des bénévoles pour l'intérêt de tous, l'intérêt en commun de tous. OK. Après, il faut
il faut alors avoir un bureau responsable ou bien cela peut-il se faire par l'intermédiaire d'une association locale reconnue, enregistrée? Et ça soit une association, ça soit un bureau, ça dépend, le nom, c'est pas important, mais c'est la même chose. Soit un bureau, soit un comité, soit une association. Et c'est l'union entre tous et entre tous et entre tous les producteurs et les transformateurs, ils vont créer la personne morale qui va être la personne reconnue par la loi pour gérer l'appellation d'origine. Que va-t-il arriver si un membre décide de ne plus faire partie de cette association? Il ne se passe rien. En fait, en Colombie, je vous avais dit qu'il y a 140 000 familles productrices de café et il y a plus ou moins les 2% des familles qui ne font pas partie de la Fédération nationale des cafeteros. C'est plus ou moins les 2% du total de la population des cafetiers qui ne font pas partie. Donc, ce n'est pas obligatoire, personne n'est obligé. Mais si la personne ou la famille ou le producteur ne fait pas partie de l'association, c'est-à-dire il ne paye pas la contribution annuelle ou quoi que ce soit, et s'il veut avoir profit de l'utilisation du mot café de Colombie, par exemple, il doit accomplir tous les cahiers de toutes les conditions du cahier des charges, même s'il ne fait pas partie de l'association. Si cette personne qui ne fait partie de l'association veut imposer l'indication géographique Café de Colombie ou l'appellation d'origine Café de Colombie sur le paquet du café, il est obligé de prouver que, comme les autres, il accomplit aussi les conditions requises. J'avais une question à ce propos. Oui. Je veux savoir qui est normalement en charge de déterminer et instaurer les caractères essentiels qui devraient normalement permettre l'obtention de la déclaration de protection de l'appellation. Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je m'excuse. Avant qu'il y ait les associations qui soient mises en place pour les indications géographiques ou les appellations d'origine, qui serait ou qui devrait être en charge de déterminer les critères d'obtention de la déclaration de protection? OK. Les producteurs sont ceux qui s'unissent et qui créent l'association. Mais donc, c'est l'association. Et ils font le cahier des charges, ils créent un dossier qui est présenté devant le bureau de propriété intellectuelle de chaque pays. Et c'est l'autorité de marque, par exemple, qui accepte ou pas la déclaration d'indication géographique ou d'appellation d'origine. Parfait, merci. Donc, finalement, c'est l'État qui met en place ce comité. C'est l'État, oui. Merci beaucoup. Non, le comité ou l'association, c'est des droits privés. Cette association peut être créée par les particuliers. Donc, c'est une association de droit privé. Les membres de l'association font le cahier des charges qui dépose auprès des autorités des propriétés intellectuelles et c'est le bureau de l'INPI qui va déclarer si ce dossier peut être accepté en tant que IG ou AP. Très bien, merci. OK. Oui, Maître de l'Espérance. Oui, voilà. Donc, je voulais ajouter en partie comme réponse à la question de Maître Chloé Michel. Si on prend par exemple la marque de certification haïtienne AIWOM, et pour obtenir cette marque, il faut
être en conformité avec les exigences définies dans le règlement de certification. Il y a des règlements d'usage qui ont été créés par le ministère du Commerce. Et donc, pour avoir l'accréditation de la marque de certification IWOM, il faut être en conformité avec ces règlements. Et il y a une entité qui va déterminer si oui ou non le demandeur a le droit d'utiliser la marque. Je voulais simplement passer l'information. C'était une question? Non, 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 non. c'était une Ah, remarque. d'accord, d'accord. C'est un moment pour mettre dans le contexte haïtien de la marque de certification IWOM. Certainement, ce n'est pas ni D'accord. l'indication géographique. Mais Et- si dans le cadre, mais- s'il vous plaît, dans le cadre justement de cette intervention, et qui met en place ce comité et de qui est-il formé? Si vous permettez, Maître de l'Espinasse, effectivement, en conformité au décret du jeudi 4 novembre 2021 portant sur les marques de certification et les règlements d'usage, ce comité est institué par le ministère du Commerce comme organisme certificateur. Et en général, et bon, je dois dire la chose telle qu'elle est, depuis quelque temps, ça fait presque 2 ans que les règlements d'usage de la marque de certification ont été publiés au journal officiel de la République Le Moniteur. Et jusqu'à présent, nous avons un seul dépôt, et c'est la marque de certification de Wambamoko. Et là, le comité est institué par le ministère du Commerce. Le règlement d'usage est préparé effectivement. Alors, il y a le cahier des charges est préparé par l'association de producteurs, et que nous autres, on fait le contrôle de conformité directement au ministère du Commerce et on délivre le certificat approprié. Merci. J'ai vu là une question aussi de la part de Francesca. Et donc, c'est mieux quoi? L'appellation d'origine, l'indication géographique ou la marque de certification? Donc, la réponse, on ne peut pas exactement dire qu'est-ce que c'est mieux. Mais en tout cas, si le produit a les conditions prévues par la loi pour être déclaré indication géographique, c'est bien. Mais si encore est rempli encore beaucoup plus de conditions pour pouvoir être déclaré en tant qu'appellation d'origine, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais si la loi ne prévoit pas l'indication géographique ni l'appellation géographique, à ce moment-là, on choisit par la marque de certification parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc, s'il n'y a que ça, donc on prend la marque de certification. Mais le but, si la qualité du produit peut être déclarée en tant qu'appellation d'origine, c'est ce qu'il faut toujours chercher. Il y a un commentaire. Il y a aussi, je pense, un aspect de la protection internationale. Si on a une marque de certification, la protection est locale dans la juridiction où la marque est enregistrée. Et c'est bien ça, docteur Chavaro. Et si c'est indication géographique, on bénéficie à travers l'enregistrement international d'une protection quasiment mondiale. Et si on arrive à avoir l'enregistrement de marque de certification, elle sera strictement locale. C'est ça. Locale. La protection n'est que sur place. Mais si on peut avoir la déclaration, l'acceptation d'appellation d'origine ou indication géographique, il y a des conventions internationales prévues pour une protection plus élargie. Par exemple, il existe l'arrangement de Lisbonne qui donne une protection plus large que seulement le pays d'origine. Donc, je vous invite à travailler avec l'arrangement de Lisbonne et le mettre en place. Et il y a aussi, maintenant, c'est l'acte de Genève qui protège non seulement les appellations, mais aussi les indications géographiques. Donc, je vous invite à voir ça, à étudier
et l'arrangement de Lisbonne et l'acte de Genève, qui sont des conventions internationales assez importantes pour la protection internationale des appellations. Alexandre. Sur ce même point, vous avez mentionné que le café de Colombie n'a pas pu obtenir la protection en tant qu'appellation d'origine en Europe, mais comme indication géographique. Du point de vue commercial, quel a été l'impact du point de vue commercial? Est-ce que le café de Colombie aurait pu avoir plus de ventes si elle était reconnue comme appellation d'origine qu'indication géographique? Du niveau du commerce international, ça, c'est pas grave. Le commerce international reconnaît l'existence des deux. Simplement, ils savent qu'ils sont des produits différents, mais pour être indication géographique, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir moins d'argent. Non, 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 non. Du point de vue de la commercialisation internationale, c'est aussi important avoir l'appellation que l'indication. Pas de problème. Ça ne nous pose jamais un problème en Colombie pour être à l'étranger, indication géographique, et en Colombie, appellation d'origine. Pas de problème. Merci. Je crois qu'il y a Il n'y a pas de Robert. question, je voulais faire un commentaire. Va- Il faut que je Vas-y, pose maître une Robert. question. Vas-y, D'accord, maître. merci. Monsieur Chavarro, compliment et pour Pose des cette questions, belle Chavarro. ce bel exposé. Et vraiment, et c'est très instructif et inspirant aussi, je dirais. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre disponibilité. Alors, ma question, c'est concernant un produit que nous avons en Haïti. Nous avons un bonbon en Haïti qui est fabriqué à Petit Gouave, dans une ville qui s'appelle Petit Gouave, et qui s'appelle Douce Madame Akos. Voilà. Douce Ça s'appelle Madame comment? Akos. Douce Madame Makos. C'est un bonbon. Douce Madame Makos, ça s'appelle. Et quand vous passez à Petit Gouave, il y a des centaines et des centaines, je dirais, bon, plus de 50 de marchands qui vous offrent Douce Madame Makos. Et donc, ça veut dire que c'est Pauli, Jocelyn, tout le monde qui en fait. Comment voyez-vous quel genre de protection est donnée à ce produit pour la ville de Petit Gouave? Bon, je ne connais pas le produit, mais je commence à imaginer tout simplement. À mon avis, les personnes qui produisent ça devraient se mettre en contact entre tous et parler avec les autorités des propriétés intellectuelles d'Haïti et essayer de créer une stratégie de déclaration de protection. Et à ce moment-là, le gouvernement devrait demander quelles sont les conditions pour avoir une bonne qualité, parce qu'il peut y avoir des produits frauduleux aussi qui n'ont pas le vrai origine. Et ça dépend de beaucoup d'aspects. Donc, l'invitation, c'est de se réunir les personnes, les producteurs avec les autorités. Et s'il y a peut-être un avocat qui peut leur donner du conseil, ça aide beaucoup et organiser les idées. Et je suis sûr que si le produit a une bonne qualité et il y a des conditions qui sont remplies et tout, et donc je peux que ça peut aboutir à avoir une déclaration. Alors, un commentaire de plus. Alors, et si entre-temps, et comme ça s'appelle Douce Madame Makos, et des gens de la vie supplémentaire, moi, je suis le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Madame Makos. Comment gérer ça? Félicitations pour commencer. Mais il y a un terroir spécifique où on fait le produit? À Petit Gouave. Un endroit. Il y a un terroir, un endroit. Petit Gouave, Petit Gouave. À Petit Gouave. Ça s'appelle comme ça, le terroir.
Oui, au fait, Ça s'appelle Petit Goave. Parce qu'en Haïti, dès qu'on parle de Douce Madame Marcos, tout le monde voit Petit Goave en tête. On parle de Comparaître, on parle de Jérémie. Comparaître, c'est plus facile. Mais quand on dit Douce Madame Marcos, tout le monde voit Petit Goave. Mais je suppose qu'il y avait une personne qui s'appelle Madame Marcos. Alors, si à votre avis, il y a un intérêt privé et pas un commun, je crois qu'il faut envisager une protection en tant que marque. Mais s'il y a plus que ça, s'il n'y a pas seulement une famille qui va tirer profit de ça, on peut penser à une protection en tant qu'indication ou appellation. Okay, merci beaucoup. Maître de l'Espinasse, vous permettez, j'ai plutôt une autre observation. Prenons l'exemple du vétiver haïtien. Et le docteur Chavao probablement entend parler du vétiver. Le vétiver, c'est bon, Haïti est presque le premier pays exportateur mondial de vétiver. Et le vétiver, le docteur Chavao, c'est une plante dont l'huile sert dans la fabrication de nombreux parfums. Et cette plante se cultive principalement dans le sud du pays, mais elle est présente aussi dans de nombreux autres départements du pays. Et ce qui arrive, c'est que de nombreux agriculteurs locaux comptent sur cette culture pour en tirer une source de revenus. Et dans le département du Sud, c'est près de 30 000 Haïtiens qui cultivent le vétiver sur deux parcelles. Et les racines de vétiver sont utilisées dans plusieurs parfums. Et des parfums comme, je crois que, vétiver eau de toilette de Guerlain, vétiver Fatal Cologne Absolu, Atelier de Cologne. Il y a le vétiver eau de toilette Carvin, il y a le vétiver du Dragon eau de parfum Cartier. Et je crois qu'il y a aussi Eau Sauvage vétiver Dior. Maintenant, je me demande, un produit assez extrêmement important pour la République d'Haïti, d'ailleurs, nous sommes le premier pays exportateur de cette plante. Comment protéger ce vétiver? Cette plante assez importante. Comme je vous le dis, c'est presque 30 000 agriculteurs qui participent à cet exercice. Maintenant, entre une indication géographique ou une appellation d'origine, quel est le meilleur mécanisme de protection? Et dans le vétiver, qu'est-ce qu'il y a comme nom d'un terroir? Pas exactement, mais c'est lié à une origine géographique. Parce qu'il y a un lieu spécifique où on cultive le vétiver en Haïti. C'est le département du Sud. Par exemple, il y a un département où il y a une région qui s'appelle vétiver? Maître de l'Espinasse, vous avez connaissance de ça, non? Oui, non, non. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle vétiver. Okay. Alors, le vétiver se cultive dans le sud d'Haïti. En effet. Donc, c'est une culture. S'il n'y a pas un endroit, une région, un département appelé vétiver, le nom c'est générique déjà, je me demande. OK. Oui, c'est générique. Et si c'est générique, si le mot c'est déjà générique, c'est difficile d'avoir la protection. Bon, j'hésite sur votre commentaire parce que en général, on parle du vétiver Haïti. Oui, mais à ce moment, il faudrait avoir une indication géographique. C'est pourquoi je demande une indication géographique ou appellation d'origine, quel est le meilleur mécanisme de protection? Parce qu'on dit le vétiver d'Haïti sur la scène internationale. Ah, OK. Ouais, c'est le vétiver d'Haïti. C'est comme le café de Colombie. C'est comme le café de Colombie. Le vétiver d'Haïti. Effectivement, Maître Christian. Ah ben, si c'est le vétiver d'Haïti, à mon avis, il peut y avoir la possibilité d'avoir une protection. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Donc, il faut étudier le cas, mais comme ça, d'un coup, je peux dire qu'il y a des possibilités. Oui. Oui. OK. Il faut travailler. Là-dessus. Du travail. Le ministère du Travail. Oui, le ministère doit commencer le travail. Oui. Et j'ai également une question, Maître Charles, c'est Maître Shadrach Joseph. Vas-y, Féa. OK, d'accord. Merci.
Et moi-même, j'aurais aimé savoir sur quoi une organisation internationale comme l'Union européenne se base, ou bien quels sont les critères sur lesquels l'Union européenne se base pour rejeter la demande, n'est-ce pas, faite par la Colombie, d'appellation d'origine du café Colombie, et qualifier ça de préférence d'indication géographique, ou du moins peut-être de marque de certification. Sur quoi? Quels sont les critères sur lesquels, n'est-ce pas, l'Union européenne s'est basée pour, n'est-ce pas, disqualifier la demande d'appellation d'origine et de préférence qualifier la demande d'indication géographique. Sur quoi? Sur quoi? Oui, d'accord. Il y a eu plusieurs aspects qui ont été pris en compte, mais il y en a deux que je retiens maintenant. Moins du 50% du territoire de la Colombie produit le café. Donc, ce n'est pas tout le territoire de la Colombie où se produit le café. Deuxièmement, pour avoir une appellation d'origine, toutes les parties du procès doivent être faites sur place, dans le terroir. Exemple, le champagne, la culture du vignoble, la transformation, la mise en bouteille, etc., jusqu'à la fin de la procédure du produit est fait sur place. Et le café colombien qui est vendu en Europe n'est pas torréfié en Colombie, mais torréfié en Europe. Parce que si on le torréfie ici en Colombie, ça devient beaucoup plus cher pour l'exportation et ça n'a pas d'avantage du point de vue économique. Donc, le café quitte la Colombie, commence l'exportation dans des gros sacs en grains verts. Et le procès pour le torréfier se fait en Europe. Donc, toute la procédure n'est pas faite en Colombie, mais seulement une partie. Donc, ça, c'est les deux aspects les plus importants qui ont été pris en compte par les autorités de l'Union européenne. D'accord, merci. Eh bien, c'est de même pour la question de Maître Charles, parce que pour le vétiver, c'est une culture du sud d'Haïti. Donc, maintenant, qui est apte à produire la demande? Qui serait apte à produire la demande? Est-ce l'État ou bien les producteurs du sud d'Haïti? Les producteurs du sud d'Haïti, à mon avis, doivent se mettre en contact entre eux, commencer à travailler pour un objectif en commun. Commun, voilà. Travailler avec le ministère et avec l'appui d'un avocat, ça peut arriver à présenter un dossier convenable et si ça accomplit toutes les lois haïtiennes, je crois, à mon avis, que vétiver d'Haïti peut éventuellement devenir une indication géographique ou une appellation d'origine. Et je fais une petite précision. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore un cadre légal sur les indications géographiques et les appellations d'origine. Mais toutefois, l'agenda législatif des instruments juridiques prioritaires liés à l'investissement au commerce a déjà sanctionné un ensemble d'instruments liés à la propriété industrielle, dont les indications géographiques. Nous avons déjà la loi type de l'EUPO ainsi que le règlement. Mais malheureusement, nous attendons la prochaine rentrée parlementaire pour effectivement déposer la loi et probablement avoir la publication dans le meilleur délai. Mais de l'esquinance. Oui, ce que je voulais, c'est plus un commentaire. Et d'abord, je voulais faire signaler que la cartographie que le Dr. Chavarro nous a montré des pays de notre région où il y a des législations qui existent sur cette protection de la propriété industrielle que sont les indications géographiques et les appellations d'origine.
Et cette carte a été faite sur l'initiative du docteur Chavarro. Il était président pardon, du comité de l'indication géographique de l'ACIPI. Et c'est sous son initiative que ça a été fait. Donc, voilà qu'aujourd'hui, ça nous sert beaucoup. Donc, merci, docteur Chavarro. Et ensuite, je voudrais dire que durant l'exposé, moi, ce qui a retenu mon attention, vu du point de vue haïtien, et nous sommes une petite économie, et moi, je vois les avantages et les bénéfices que le pays et les producteurs haïtiens, particulièrement quand il s'agit de la lutte, si je peux dire, la lutte contre la pauvreté, comme le Dr Chavarro nous a signalé, ceux qui font partie de l'association de café sont parmi sont les moins pauvres. Donc, il y a un avantage social extraordinaire à ne pas négliger. Ça, c'est du côté du gouvernement. Mais du côté, maintenant, je dirais, privé, pour les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui sont présents ici avec nous ce matin, il ne faut pas négliger l'importance de ces droits pour le commerce international. Parce que si on bénéficie d'une protection, c'est une protection, et je dirais, unique, distinctive. Et avec cette distinction, un produit haïtien peut se distinguer, excusez-moi de me répéter, peut se distinguer et avoir sa place sur le marché international qui est tellement concurrentiel, mais qui a ses caractéristiques propres. Donc, un peu de mots et pour remettre ceci dans le contexte, dans notre contexte d'Haïti, c'est à nous autres, je ne dirais même pas d'abord les avocats. Moi, je pense que c'est d'abord une question commerciale. C'est aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, à prendre conscience de l'importance de ce droit, qui est le droit de la propriété industrielle, et ensuite mettre la locomotive en mouvement et laisser les avocats ensuite et faire ce qu'il faut pour mettre les trains sur les rails et avancer. C'est le commentaire que je voulais faire. C'est bien, je suis d'accord. Maître Charles, si vous permettez. Il y a un commentaire de Maître Geneviève Michel là, sur le chat concernant le vétiver. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Maître Charles. Pardon, et Maître Charles il m'a demandé de prendre le relais, si je peux dire, parce qu'il a un problème de connexion. Donc oui, et j'ai vu la réponse, j'ai vu la réponse de Maître Michel, et c'est une précision technique, enfin sur le plan scientifique de la plante du vétiver. Est-ce qu'il y a une question pour moi là? Non. Non, il n'y a Ok. pas de question, il n'y a pas de question pour toi là. Donc, Mais là, je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. de l'Espinasse, c'est que vous avez tout à fait raison. Et pour moi, c'est un sujet pour les hommes d'affaires parce que les appellations d'origine, les indications géographiques, ça, c'est vraiment un outil très, très utile pour le commerce international. Exact, ouais. Si vous êtes, par exemple, à Rome, à Londres, à Paris, et vous êtes dans un supermarché et vous voyez les produits, la plupart des Européens regardent les produits et si jamais il y a le cachet d'indication géographique ou d'appellation d'origine, ils vont s'approcher vers les produits, ils vont le voir et ils vont les acheter parce que pour eux, ça c'est le produit qui respectait une qualité, c'est un saut de qualité. Donc, c'est un message pour les hommes d'affaires d'Haïti, il faut travailler là-dessus, il faut découvrir quels sont les produits qui pourront avoir peut-être la déclaration de protection et il faut le mettre et il faut investir là-dessus. Mais pas seulement les hommes d'affaires, mais aussi les producteurs, les autorités, tous, toute la chaîne doit s'y mettre. C'est ça. Très bien. Et M. Chavarro, il y a un autre commentaire que je voulais faire.
Alors, en parlant de générique, nous avons un produit en Haïti, c'est une pâte alimentaire qui s'appelle cassave. Probablement, vous avez ça aussi dans votre pays, la cassave, qui est faite avec du manioc. Donc, la Ah oui. cassave est produite dans presque tout Haïti, dans plusieurs régions d'Haïti. Donc, je l'impression, bon, théoriquement, les gens pensent, quand on parle de penser cassave en Haïti dans le temps, on pensait au Cap haïtien. Et récemment, nous avons eu des cassaves venant de Jérémie et de Daquin, etc. Mais la cassave, c'est presque partout en Haïti. Et d'après vous, quel genre de protection? Est-ce que c'est générique ou bien comment on va faire pour ça, pour la cassave? Est-ce qu'une communauté, quelconque, une région d'Haïti pourrait, dans ce cas, revendiquer la cassave? Ou dire ça, c'est cassave de Port-au-Prince, ça, c'est cassave de Jérémie, etc. J'ai seulement une idée très vague de ce produit, donc c'est difficile pour moi de vous conseiller, mais s'il y a un nom qui n'est pas générique et qui est lié en même temps à un terroir, à une région spécifique, je crois qu'il y a du futur, il y a de l'avenir pour ce produit. Merci. Je pense qu'il Ok, faut remercier aussi les participants aussi qui c'est nous ça. ont rejoints là. Oui, très bien. Parce que je crois que, oui, d'abord, et puis aussi, bon, on a bien profité, peut-être même un petit peu abusé du temps du docteur Chavarro. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Et Maître Charles, le modérateur, comme je disais tout à l'heure, a un problème de connexion. Donc, je prends la relève. C'est moi maintenant le modérateur pour terminer. Et donc, en conclusion, un grand merci vraiment au docteur Chavarro, un expert en propriété industrielle et particulièrement les indications géographiques et les appellations d'origine. Et j'espère que maintenant que je dirais pas que la balle soit lancée, la balle est déjà lancée et Oui. nous avons le grand avantage d'avoir le ministère du Commerce intéressé à bord. Et puis, donc, nous allons voir ce que ça peut donner du point de vue, je disais tout à l'heure, économique. Donc, pour terminer, remercier encore le docteur Chavarro, remercier tous les participants qui ont pris le temps de suivre et de rester. Et nous avions d'abord pensé avoir un temps limité, mais on s'est dit non, on va laisser ça ouvert. Et heureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et ça nous a permis à nous tous, à chacun de nous, et d'apprendre. Et moi, je vois que plus on apprend, c'est plus on voit qu'il y a à connaître et à apprendre encore. Donc, sur ce, et merci encore, et Dr. Chavarro, mon ami Jorge, merci beaucoup. Merci, mon ami, et merci à tous. Merci pour la patience de m'entendre. Ça a été un plaisir, vraiment. Un privilège. OK, donc à bientôt. OK, ciao. OK, Au d'accord. revoir tout le monde. Bye. Merci, Au M. revoir. Chavarro. À la prochaine. À la prochaine. Ouais. Nous vous attendons en J'espère bien. Haïti. OK. J'espère bien l'invitation. OK. Oui, certainement. D'accord. Je Ce sera viendrai fait. volontiers. Je viendrai volontiers. OK. D'accord. Good. OK. Ciao. Ciao. Bye. Bye.